Mais il y a plus que ça. One more thing, comme disait l'autre. D'accord ? Si la valeur actualisée de ces deux flux sont les mêmes, ça veut dire que leur comportement, quand les taux de marché vont varier, va être le même. Le jour où je traite le swap, la valeur actualisée de ces flux-là, c'est 0, le jour où je la mets en place. Mais le lendemain ou le surlendemain, ou une fois que le marché a bougé, la valeur actualisée de ces flux-là n'est plus nulle, elle devient égale à la valeur actualisée de ces flux-là. Or, ces flux-là, ce sont des flux fixes. Donc, leur valeur actualisée va dépendre des niveaux de taux d'intérêt. D'accord ? Et donc, la valeur actualisée de ces flux-là, donc du swap, va bouger en fonction des taux d'intérêt de la même manière que bougent en fonction des taux d'intérêt les prix des obligations. D'accord ? Donc, si je trace une petite courbe, et pour tracer cette courbe, je vais effacer ce schéma-là, pardon, et non pas celui-là. Imaginez que je trace une courbe dans laquelle je trace la même courbe que la dernière fois, c'est-à-dire comment évolue le prix d'une obligue en fonction des taux d'intérêt de marché. Hein, rappelez-vous, cette fonction, c'était une fonction décroissante non linéaire, décroissante, ok, non linéaire parce que ce n'est pas une droite. D'accord ? Et on avait dit, quand le taux d'intérêt est égal au coupon de l'obligue, ça c'est le niveau de taux d'intérêt, ça c'est le niveau du coupon de l'obligue, l'obligation valait combien ? Son montant nominal. Donc ici, pour une obligation, j'ai 100. D'accord ? Et bien, pour un swap de taux, on va avoir la même courbe. Mettons, je la mets en rouge. Donc, c'est la même courbe. Donc, c'est une courbe en rouge qui est la même. D'accord ? Qui est la même, voilà. Sauf que ici, quand le taux fixe est égal, enfin, quand le taux de marché est égal au coupon fixe du swap, parce qu'une fois qu'il est traité, le swap, il est fixe. Hein. Le coupon, il est toujours le même. Eh bien, sa valeur de marché, c'est 0. On l'a vu ici, le jour où je le mets en place, le coupon fixe sur lequel je me mets d'accord pour 5 ans, il est fixé, mais ensuite, une fois il vit sa vie, il est toujours là, hein, ce coupon. Le jour où je le mets en place, ça vaut 0. Quand les taux montent et quand les taux baissent, la valeur de marché de cet instrument va varier comme celle d'une obligation à 100 près. Pourquoi à 100 près ? Ben oui, puisque dans la valeur actualisée du swap, il y a un moins 100 au début. C'est pour ça qu'ici, j'ai le rouge égale le vert moins 100. D'accord ? Et bien là, on comprend pourquoi les gérants d'actifs, de taux, pour faire varier la sensibilité de leur portefeuille aux évolutions de taux d'intérêt, plutôt que de vendre et acheter les obligations et de modifier la structure de leur portefeuille en achetant et vendant des obligues, hein, vendant du long pour aller acheter du court, ou le contraire, ou vendant du fixe pour aller acheter du taux variable, ils préfèrent faire cette swap de taux. Et vous voyez que dans un swap de taux, si je suis moi receveur du taux fixe, cet instrument se comporte comme si j'avais acheté l'obligation. Donc si je suis receveur du taux fixe, je vais gagner quand les taux baissent, perdre quand les taux montent. En revanche, si je fais un swap dans l'autre sens, c'est-à-dire où je paye le taux fixe, je suis de l'autre côté. Quand je paye le taux fixe, ça veut dire que je gagne quand les taux montent. Donc on voit qu'en faisant des dérivés de taux, et en particulier des swaps de taux, par-dessus un portefeuille obligataire, on arrive à choisir la manière dont le portefeuille global, obligation plus dérivés, va se comporter en fonction des évolutions de taux d'intérêt. Et, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus facile, rapide, exécutable pour des gros montants que le fait de changer les obligations de son portefeuille et d'en racheter d'autres. Oui. En fait, le montage que vous avez fait au tableau, c'est le même que l'obligation à taux variable.
Excellente question. Je répète pour nos amis. Vous dites, le montage que j'ai fait là, ça, vu de l'investisseur, ça transforme son obligation taux fixe en une obligation synthétique taux variable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, le fixe, il s'en débarrasse, il a reçu de l'oblig, il la rebalance dans le swap, et en échange, il reçoit du taux variable. Donc, en net, pour l'investisseur, c'est comme si il avait acheté une obligation à taux variable. C'est ça que vous dites. Mais c'est quoi la différence? Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Donc, bonne remarque. Et votre question pour nos amis, c'est quoi la différence? D'accord? La différence, c'est que, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est effectivement, il aurait pu, son alternative, ça aurait été de vendre l'obligation à taux fixe et d'aller trouver une obligation à taux variable. D'accord? Donc, ça lui aurait fait du bid-offer spread contre lui, vendre puis acheter. Et sur le marché des swaps, on a dit il est plus profond, plus liquide. C'est beaucoup plus facile de traiter des swaps avec des différences de taux entre le taux payeur de taux fixe et le taux receveur de taux fixe, beaucoup plus étroit. Mais si par exemple j'ai rien et j'ai la possibilité de choisir quand je suis investisseur et je veux acheter une obligation de variable. Excellente question de votre camarade qui me demande, imaginez je suis investisseur, j'ai pour l'instant pas investi encore, j'ai du cash. Si je veux acheter directement des obligations à taux variable, est-ce que je peux le faire? Réponse oui, en théorie. En pratique, il se trouve que l'encours des émissions obligataires existantes est beaucoup plus grand, beaucoup plus large dans les obligations à taux fixe qu'il ne l'est dans les obligations à taux variable. Il y a beaucoup plus d'émetteurs à taux fixe qu'il y a d'émetteurs à taux variable. Donc effectivement, si vous êtes investisseur ex nihilo et qu'au jour J, vous dites « Oh là, les taux vont monter, je préfère investir des obligations à taux variable », vous allez pouvoir en trouver, mais pas pour 100 milliards. D'accord? Par contre, si vous voulez faire 100 milliards d'obligations à taux fixe, vous pouvez. Et si vous voulez faire 100 milliards d'obligations à taux variable, de swap de taux, vous allez pouvoir, ça va vous prendre un peu de temps, mais vous allez y arriver. Acheter 100 milliards d'obligations à taux variable, il va falloir bien trouver. En tout cas, pas en obligation d'État, en obligation de crédit, oui, peut-être. Mais donc, ça va être différent. Il va vous falloir prendre un risque de crédit. Donc, ça ne va pas être vraiment comparable. D'accord? Donc, bonne remarque. Effectivement, en net, cet investisseur, il a une obligation à taux variable. Vous faites une dernière question. Oui. Si par exemple j'ai acheté les deux et l'émetteur. Si j'ai acheté les deux, c'est-à-dire? J'ai acheté la fixe et la variable. Deux obligations ou la fixe que j'ai swappée en variable? Non, j'ai acheté le montage et la variable, juste pour comparer les deux. Ah, d'un côté, cette opération-là, c'est-à-dire j'achète l'obligation à taux fixe et je la swap à taux variable, Plus une autre variable. ça s'appelle au fait, ça s'appelle un asset swap. L'asset swap, c'est un mot qui est, à mon avis, je trouve qui est pas clair. En fait, c'est un asset, un actif, qui a été swappé. Donc ça devrait s'appeler un asset swapped. Swapped. En fait, ça s'appelle un asset swap. Un asset swap, c'est quoi? C'est un titre et un swap derrière pour transformer le titre en quelque chose qu'on préfère. Donc votre question, c'est deux choses. Un, une obligation taux fixe swappée en taux variable. Et deux, une taux variable directe. D'accord. En fait, quand il y a par exemple un défaut de l'émetteur, dans le cas de la taux fixe, je vais recevoir le recovery rate. Et dans ce cas, je vais recevoir le recovery rate, mais le swap va continuer. Oui. Donc, mais je n'en aurai pas besoin du swap. Oui. Excellente remarque. Votre camarade nous dit deux manières différentes d'investir à taux variable. Ou bien cette manière-là, j'ai acheté une obligation à taux fixe que j'ai asset swappé à taux variable, parce que j'ai converti à taux variable ici. Deux, j'ai acheté directement une obligation à taux variable émise par l'emprunteur. Bonne remarque de votre camarade. En cas de faillite de l'emprunteur, là vous débordez sur la gestion de crédit, mais pourquoi pas, en cas de faillite de l'emprunteur, l'investisseur ne se retrouve pas exactement la même chose. Pourquoi? En cas de faillite de l'emprunteur, vous savez qu'en cas de faillite et en cas de liquidation, tous les créanciers, qu'ils soient des créanciers sur des titres à taux variable, des titres à taux fixe, des titres longs, des titres courts, vont aller à la faillite, c'est-à-dire vont réclamer, ils vont frapper à la porte du liquidateur en disant « rendez-moi mon argent ». Le liquidateur,
il vend les actifs de l'entreprise sur le marché de l'occasion, les usines sur le marché de l'occasion, les stocks sur le marché de l'occasion, les machines sur le marché de l'occasion, etc. Et avec tout l'argent, il rembourse aux prêteurs au prorata de quoi? Du montant nominal de leur prêt. Compte non tenu de savoir si c'est du taux fixe, du taux variable, du long ou du court. Donc, effectivement, en cas de faillite, dans les deux cas, sur les deux titres, le fixe, le variable, l'investisseur va recevoir le même taux de recouvrement, c'est-à-dire le même fruit de la liquidation de l'entreprise. Dans un cas, le cas où il avait acheté juste l'obligation à taux variable, il reçoit ce taux de recouvrement, alors que dans l'autre, il reçoit, oui, le taux de recouvrement sur le titre, mais il y a encore le swap qui peut avoir éventuellement une valeur de marché. Très bonne remarque, c'est pour ça que les deux sont pas complètement équivalents en cas de faillite. Oui, bonne remarque. OK? Sur la différence. OK? Ici, vous voyez que le swap et l'obligation varient exactement pareil. Là, ça varie exactement pareil si je suis dans le même sens. C'est-à-dire que si, là, c'est le cas où je suis acheteur d'obligations. Quand est au monde, je perds. Ou quand je suis receveur de taux fixe, c'est la même chose, receveur de taux fixe et acheteur d'obligations, puisque je reçois le taux fixe dans les deux. Quand est au monde, je perds. Maintenant, mettons-nous dans le cas de notre investisseur, là. Notre investisseur, qu'est-ce qu'il a? Il a d'un côté son obligue. Bon, allez, je la mets en vert pour le code de couleur. D'un côté, son obligue. Son obligue, elle lui fait prendre une valeur qui baisse quand les taux montent, plus son swap, mais son swap, il est payeur de taux fixe, donc il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans son swap, sa courbe de profit et perte, c'est ça. Quand les taux montent, ça a de la valeur pour moi de payer un taux fixe qui est plus bas que les taux de marché. Hein, c'est le miroir. Quand je paye le taux fixe, j'ai un profil de risque différent que quand je les reçois. Et là, intuitivement, pourquoi c'est intéressant de payer le taux fixe? Pourquoi ça a une valeur pour moi quand je paye le taux fixe dans un swap? Après une hausse des taux, après une hausse des taux, les taux sont à 5 et mon swap est toujours à 4, je suis content de payer 4. Donc, c'est une valeur pour moi. Okay? Et donc, on voit que si on fait la somme de ces deux courbes, vous l'avez compris, elles sont exactement symétriques l'une de l'autre. La valeur globale de mon portefeuille, la somme des deux, ne varie plus en fonction des taux d'intérêt de marché. Oui, puisque comme on l'a dit, en synthétique, il se retrouve dans la même situation que s'il avait acheté une obligation à taux variable. Et comme on l'a vu tout à l'heure, une obligation à taux variable voit son prix très stable, très peu dépendant des niveaux de taux de marché. D'accord? Donc le swap de taux est l'élément de base, l'instrument de base dont se sert le gérant de taux pour choisir l'exposition qu'il veut au taux d'intérêt. Donc le gérant de taux qui, structurellement, quand il est acheteur d'obligations, il est exposé à la hausse des taux. Si les taux montent, sa valeur baisse. Il peut, grâce aux dérivés, quand il a une forte anticipation de hausse des taux, se mettre dans une situation ou mettre son portefeuille dans une situation où il gagnerait quand les taux montent, en faisant des dérivés pairs de taux fixes pour un montant nominal supérieur au montant nominal de ses obligations. D'accord? Donc les dérivés permettent à un gérant de crédit, un gérant de taux, d'ajuster la sensibilité de son portefeuille aux évolutions des taux. OK? Y a-t-il d'autres questions avant que je passe à la gestion crédit? Alors pour ceux qui nous écoutent, ce qu'on vient de voir, c'était les pages 52 et suivantes, jusqu'à la page 56 et 57.